Over the last 500 years of history, Africa has been ransacked for her natural resources and her culture by a colonialist system that had nothing human about it. To impose its own Western model, it never had any problems about using the most brutal abuses of power toward the people of the African continent. The English and French, more than any other nation, were the protagonists of atrocious violence that actually lasted up to the second half of the 20th century, and that often ended up in real genocide. To understand this better, observe the boundaries of Kenya on the map today, traced with the surveyor's line. In the 60s, Africa got its independence from colonialism. This independence, however, never amounted to much, considering that the Western financial system, represented by the International Monetary Fund, the World Bank, and the multinationals, still continue to impose its laws even now. To increase its wealth, many people in the richest continent in the world are still reduced to living in inhuman conditions. Hello, how are you? Non è vero. What do you remember about the accident? Cosa ricordi dell'incidente? C'è stata una grossa perdita. There was a big loss. Poi abbiamo We have an Egypt's pipeline to cross the bush and arrive to our il village. nostro villaggio. This pipeline is exploded. Questa pipeline è esplosa. Some people from Egypt came to ask us to work for them to clean the bush where the accident happened. They came with the two pumps to inspire the oil. One working in a good way, instead the other one was very bad. We were trying to use that bad pump when a spark is started and the machine is burned to gather all bush around us. Guarda come è ridotto il suo corpo. Non so proprio come non sia già morto. The Egypt company declined any responsibility and opened an inquiry. But the oil in Nigeria means death, especially for those who are trying to protest or denounce the absurd situation of a country that produces oil and at the same time doesn't manage to produce electricity for their people. The multinational oil corporations are ruling in Africa. This is a reality. They do and undo governments and organize wars. Ad esempio in Congo, come ci spiega questo signore? For example, in Congo, as this man explains to us. In Congo, nel 91, In Congo in 1991, we were in front of a possible civil war, and we influenced the democratic process to avoid having people die, destruction, and other difficulties. È questo quello che ho fatto. This is what I've done, you can be sure. I influenced the democratic process to hold presidential elections. I was the guarantor of the elections won by the candidate Lissouba. Il candidato Lissouba ad essere eletto presidente. And if there was a candidate you didn't like? Se il candidato If I didn't like a candidate, if this candidate wanted in his program to expel ELF from the country, my interest was to search for a method to avoid his election as president, of course. questo candidato non venisse mai eletto, sicuramente. I must have influence on government programs, it's clear, to keep my interest in the oil business. It was my job. If I didn't do it, I didn't do my job. Se non lo avessi fatto, It's like the Shell company in Nigeria today. è come la Shell. It's the first company in the country, and it has a big influence on the Nigerian government. And when a government changes, the Shell company tries to look after its interests. All oil companies are working in the same way. It's their interest. So the money that Lissouba received from me was ELF's money, given in the name of the French government.
to finance the electoral campaign. Be clear about this. Nevertheless, last century, all of a sudden, Africa gave birth to some men that tried to reappropriate the dignity and liberty that colonialism had cancelled for so long. Jomo Kenyatta was born on October 20, 1889. He was one of the leaders of the struggle against the dominion of British colonialism. He became the first president of independent Kenya. Between 1931 and 1946 he studied anthropology and published in London a work against colonialism, Faces Mount Kenya, 1938. He became head of the Kenyan government in 1963 and the president of independent Kenya in 1964. We are not worried that other races are here with us in our country, but we insist that we are the leaders here, and what we want, we insist, we get. As long as the people are held down, corruption is sure to rise, and the only answer to this is a policy of equality. If we work together as one, we must succeed. Kwame Nkrumah was born on September 21, 1909. He was a figure of paramount importance in his history of decolonialization and Pan-Africanism, and became the first president of independent Ghana. He made a great contribution through his proposal for a political union between African states and his analysis of neocolonialism. I believe strongly and sincerely that with the deep-rooted wisdom and dignity, the innate respect for human lives, the intense humanity that is our heritage, the African race, united under one federal government, will emerge not as just another world bloc to flaunt its wealth and strength, but as a great power whose greatness is indestructible, because it is built not on fear, envy and suspicion, nor won at the expense of others, but founded on hope, trust, friendship, and directed to the good of all mankind. Julius Nyerere was born on April 13, 1922, and achieved the aim he worked for: to bring the different nationalist groups in Tanzania towards unity. His oratorical ability and great integrity helped Nyerere to attain his country's independence without wars or bloodshed. Man can only liberate himself or develop himself. He cannot be liberated or developed by another. For man makes himself. It is ability to act deliberately for a self-determined purpose which distinguishes him from the other animals. The expansion of his own consciousness, and therefore of his power over himself, his environment and his society, must therefore ultimately be what we mean by development. Nelson Mandela was born on July 18, 1918. He became the first president of South Africa after the end of the apartheid. In 1993 he received the Nobel Prize for Peace, segregated and incarcerated for a quarter of a century by the apartheid government of South Africa before the 1990s. Today he is universally considered as a heroic fighter for liberty. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of the human soul, and sustain our hopes for a glorious life for all.
We have at last archived our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, suffering, gender and other discrimination. Kenneth Kaunda was born on April 28, 1924. He became the first president of Zambia, formerly Northern Rhodesia, and has been called the Black Gandhi. After the conquest of independence in 1964, Kenneth Kaunda worked for the economic growth and social development of the country. His support for the people of Southern Rhodesia against their white minority government was decisive for the installation of a black majority government in Zimbabwe in 1980. In 1991, he lost the presidential election after 6 consecutive periods in office. We should build political structures and institutions on the basis of full people's participation. Let the people participate fully in the control of the processes of decision-making in public affairs. They must participate in the control of their resources. This summit of the people of the world must denounce all forms of exploitation of person by person in any shape or form. Injustices cannot overcome the force of love, harmony and fair play. Our struggles in Africa, Asia, the Caribbean and Latin America have shown that we need not fear or doubt victory. Indeed, those struggles were but part of one common struggle for the welfare of the whole of humanity. Patrice Lumumba was born on July 2, 1925. On October 5, 1958, Lumumba created the Congolese National Movement in Leopoldville and, on his basis, participated in the Pan-African Conference in Accra, Ghana. On his return, he succeeded to organize a rally to realize the task set out at that conference, vindicating the Congo's independence in front of more than 10,000 people. With their allies, the MNC won the elections organized in May, and on June 23, 1960, Patrice Emery Lumumba became the Prime Minister of independent Congo. But the Belgian authorities, and above all the mining companies, didn't allow complete independence, and a large part of the administration and the army staff remained Belgian. Lumumba challenged the ex-colonial power, decreeing the Africanization of the army, and was killed by the secessionists in Katanga after Colonel Mobutu had him arrested and deported. We are proud of this struggle, of tears, of fire and of blood, to the depths of our being, for it was a noble and just struggle, and indispensable to put an end to the humiliating slavery which was imposed upon us by force. No Congolese worthy of the name will ever be able to forget that it was by fighting that it has been won, a day-to-day fight, an ardent and idealistic fight. A fight in which we were spared neither privation nor suffering, and for which we gave our strength and our blood. Thomas Sankara was known as a very charismatic leader throughout sub-Saharan Western Africa. He changed his name from Tall Time and became the first president of Burkina Faso and instituted a radical reform to eliminate poverty. He is sometimes considered as the African Guevara. Applied these ideas with great coherence through his clear declaration and actions. For instance, his government included a great number of women, and he condemned infibulation and polygamy and promoted contraception.
He led the first African government to declare that AIDS was the greatest threat to Africa, and had health centers built in every Burkinabe village. UNICEF defined its campaign to vaccinate affected children the greatest that had ever been recorded in the world, and set up large irrigation projects, creating a Ministry of Water. Estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que, au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain
qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes,
et qui exploitent les peuples. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer, dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point
ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Today, the humanist movement sets out to be the continuation of the aspiration of the people in the best moments of their history. In Africa, humanists, without chief and leaders, are trying to get organized through their own voluntary actions to give the continent back its liberty and true independence. Now we're gonna fight and fight and fight, fight against. Or in a few words, to harbor Africa in the hands of Africans. And fight against apartheid. To bring about social and personal change in this world in serious crisis means facing a lot of activities in all fields of society through non-violence as a method of action. You get your forces. The theme of peace, civic cohabitation and reconciliation, both personal and of all people, now already represent an important reality. Joining the humanist movement means taking part in a great historical project of global change, where each person makes himself available for others, overcoming together pain and suffering. Beginning with the small things to reach great ones and working for the next generation so that it can learn from the creation of this path to build a honest world. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the